Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue toujours pour notre chapitre routage. Donc là, on va passer au protocole EIGRP, donc une partie très importante pour notre formation ici ND2. Alors, donc c'est le plan pour cette vidéo. Donc on va commencer par une introduction à ce protocole. On va voir que c'est un protocole qui est à vecteur de distance. Donc on a vu déjà dans la vidéo introduction au routage. Cette notion de vecteur distance, état de lien et advanced vecteur distance. Alors, unequal cost load balancing, les messages qui sont utilisés par le protocole EIGRP, on va finir par la métrique utilisée par le protocole EIGRP. Donc à travers cette vidéo, nous allons voir ensemble le fonctionnement de ce protocole. On va voir tout ce qu'il faut connaître pour passer l'examen CCNA. Et quant à la pratique, donc il y aura une vidéo de l'app. D'accord? Alors, comme première étape, donc on va voir les caractéristiques de base de ce protocole EIGRP. Donc avant de voir le fonctionnement, on va parler de ses caractéristiques. Alors le protocole EIGRP, donc c'est un protocole qui est propriétaire à Cisco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux le configurer au niveau des équipements Cisco, sachant que c'est devenu standard, ça ne fait pas longtemps, ça fait quelques mois, et donc dans les prochaines versions d'OS des autres constructeurs, donc vous aurez la possibilité de configurer du EIGRP entre un routeur Cisco et un routeur non Cisco, bien carrément entre deux routeurs non Cisco. Donc ça, c'est un avantage qu'il est devenu standard. Alors, c'est un protocole qui est IGP, donc on a vu la notion IGP, EGP. IGP, ça veut dire Interior Gateway Protocol, c'est un protocole de routage interne à l'intérieur d'un même AS. Donc, ça veut dire que l'EIGRP, je dois le configurer au niveau du même AS. Et AS, ça veut dire quoi? Autonomous System. Donc, les routeurs appartiennent à la même autorité ou bien au même domaine d'administration. Donc si je prends plusieurs routeurs ici avec plusieurs liaisons que je vais configurer, donc l'EIGRP que je vais configurer au niveau de tous ces routeurs, donc la condition c'est que ces routeurs, donc niveau configuration, on va voir après qu'on doit mettre le numéro de l'AS et tous les routeurs doivent appartenir au même AS, d'accord? On a vu la notion EGP et EGP. Après, donc EGP c'est quoi? C'est Exterior Gateway Protocol, d'accord? Donc là, il y a le protocole BGP, donc historiquement parlant, il y avait le protocole EGP qui a été remplacé par le protocole BGP. Donc pour notre cas, le protocole EIGRP, c'est un protocole IGP. Ça veut dire tous les routeurs doivent être configuré avec le même autonomous système, le même numéro du système autonome. Donc cela veut dire qu'il est capable de réaliser du routage au même ou bien au sein du même AS. Donc pour faire simple, un AS c'est quoi? C'est un ensemble de réseaux sous une même autorité. D'accord? Alors, comme tous les protocoles de routage, donc on a une distance administrative pour le protocole EIGRP. Alors, on a le 90 pour les routes internes et le 170 pour les routes externes. Ça veut dire quoi les routes internes et ça veut dire quoi les routes externes? Donc, si on reprend le même exemple, donc les routes internes, ça veut dire que, alors derrière chaque routeur, donc si on fait du routage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière chaque routeur, on a un ou plusieurs réseaux, d'accord? Donc peut-être deux réseaux ici, peut-être un réseau, peut-être plusieurs réseaux derrière ce routeur. Et le but c'est quoi? C'est que ces routeurs s'échangent des informations de telle sorte à ce que ce routeur il connaît le chemin vers tous les réseaux. D'accord? Donc c'est ça le but du routage en général et c'est le but de notre protocole EIGRP. Alors les routes internes ça veut dire quoi? Si je vais au niveau de ce routeur, d'accord? Et je vais faire un show IP route. Donc on a vu la commande, elle sert à quoi? C'est pour voir la table de routage. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir tous ces réseaux. Donc si c'est bien configuré, il n'y a pas d'erreur de configuration, si tout va bien, je vais faire un show IP route au niveau de ce routeur. Je vais voir tous ces réseaux avec la distance administrative 90. D'accord? Maintenant, si j'ai un autre protocole de routage, j'ai par exemple le protocole OSPF. OSPF ou bien RIP, peu importe.
Donc j'ai un autre nuage avec des routeurs, pareil, un peu partout, avec des liaisons, d'accord, qui sont configurés avec quoi? Avec le protocole OSPF. Et pareil, donc derrière chaque routeur, on a quoi? On a des réseaux. Donc maintenant, si je veux interconnecter les deux nuages, d'accord? Donc techniquement, ça c'est possible, et ça c'est abordé dans le cours routage avancé, le cours route du cursus CCNP. Donc la technique, elle s'appelle redistribution. Redistribution des routes entre différents protocoles de routage, d'accord? Redistribution. Donc techniquement, ça c'est possible. Sauf que si je vais faire un show IP route au niveau de ce routeur, donc je peux voir les réseaux qui sont derrière ces routeurs qui sont configurés avec l'OSPF, sauf que c'est des routes externes. Et du coup, donc je vais les voir avec quelle distance administrative? Avec la distance administrative ou bien la AD 170, d'accord? Pourquoi? Parce que ça vient d'un autre protocole de routage. Donc, peu importe le protocole, hein, donc sur l'exemple, j'ai pris OSPF, mais ça peut être RIP, ça peut être BGP, ça peut être ISCS, ça peut être n'importe quel protocole de routage, d'accord? Donc, l'essentiel que les routeurs ici, qui sont configurés avec le IGRP, peuvent faire la différence entre les routes qui viennent d'un routeur qui envoie à partir d'un MAS ou bien des routeurs qui envoient à partir d'un autre protocole de routage. Donc la différence, on le voit au niveau de la table de routage à travers quoi? À travers la distance administrative. Alors, un autre détail, le RTP, donc le protocole EIGRP, donc utilise le RTP pour la communication entre les routeurs. RTP, ça veut dire quoi? Reliable Transport Protocol. D'accord? Alors, juste à ne pas confondre avec le RTP qu'on a vu pour les Voice VLAN. Hein? Donc, c'est deux choses différentes. Le RTP pour le Voice VLAN, c'est Real Time Protocol, ou bien pour la voix en général. Donc, le RTP qu'on utilise pour le protocole EIGRP, c'est le Reliable Transport Protocol. Donc, le but, c'est pour échanger les infos avec les autres routeurs. Donc, juste cette petite remarque à ne pas confondre avec le RTP de tout ce qui est voice, d'accord, ou bien du trafic voix, ou bien pour la notion de voice VLAN qu'on a vu avant. Alors c'est un protocole, ça c'est important, donc c'est un protocole qui supporte le VLSM. VLSM, ça veut dire quoi? Le Variable Length Subnet Mask, d'accord? Donc l'idée, si on veut faire un petit rappel pour le VLSM, l'idée c'est quoi? C'est de prendre une plage, supposons que j'ai un réseau, d'accord? On va prendre 4 routeurs, avec des liaisons entre ces 4 routeurs, et derrière chaque routeur, j'ai quoi? J'ai des LAN, d'accord? Avec des utilisateurs. On va dire qu'on a 100 utilisateurs, on a 100 ici, on a 150 ici, on a 200, et là par exemple on a 200 utilisateurs, d'accord? Donc si je vous demande de choisir une plage d'adressage IP pour les 3, et la condition c'est d'utiliser la même plage pour les 4 LAN et même pour les liaisons WAN. On va dire que c'est des liaisons WAN ici, c'est du point to point, donc entre les routeurs. Donc vous allez opter pour quelle plage? Donc vous allez choisir par exemple 10.0.0.0/8. Ça c'est le réseau global, c'est la classe A. Donc vous avez fait le choix pour cette plage, d'accord? Après, l'étape suivante c'est de faire quoi? Donc c'est de faire une segmentation, c'est de créer les sous-réseaux. Par exemple, vous allez opter pour le 10. Le 10, vous allez réserver par exemple 2 octets pour les sous-réseaux. Pour les LAN, donc ça devient /24, d'accord? Donc ça c'est la plage que vous avez choisie pour chaque sous-réseau. Après vous pouvez avoir, on va dire que dans les perspectives, c'est une multinationale qui va s'installer un peu partout. Donc vous avez calculé, vous avez vu que ça c'est suffisant même pour les nouveaux sites, d'accord? Donc vous avez réservé 16 bits pour les sous-réseaux. Après, au niveau liaison point to point, donc on va dire ici par exemple vous avez choisi le 10.0.0.1.0/24. Vous avez choisi ce premier sous-réseau. Après vous avez choisi le 10.0
10.2.0/24. Ici, pour le deuxième, 10.0.3.0/24. Et là, vous avez choisi le 10.0.4.0/24 par exemple. D'accord? Donc vous avez fait un mappage donc des sous-réseaux pour chaque LAN. Donc ça c'est bon. Maintenant, il faut configurer les WAN. On a des liaisons point-to-point. Alors première solution, vous allez opter pour le 172 par exemple, ou 192 pour un réseau entre les deux. Entre chaque segment, pour chaque segment entre deux routeurs. Mais est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est propre? Non. Donc l'idée c'est de prendre un sous-réseau. Par exemple, je vais dédier un 10.0 puisque le 1 est utilisé, le 2 est utilisé, le 3 est utilisé, le 4 est utilisé. Par exemple 5.0/24. Donc je vais faire quoi avec ce sous-réseau? Je vais créer plusieurs sous-réseaux, on va dire des sous-sous-réseaux. C'est ça l'idée du VLSM. Donc là, on a besoin d'une plage d'un masque de combien? Lorsqu'on a besoin de 2 adresses IP, d'accord? Donc il faut prendre combien de bits pour la partie host? 2 bits, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que 2 puissance 2 moins 2, ça donne 2. Pourquoi on fait le moins 2? C'est pour éliminer l'adresse de broadcast et l'adresse réseau. Donc il nous reste 2 adresses IP, donc c'est suffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un /30, d'accord? Lorsqu'on dit /30, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 bits pour la partie host. Et les 2 bits, est-ce qu'ils sont suffisants pour avoir 2 adresses IP? Oui. C'est 2 puissance 2 moins 2 et ça donne exactement 2. D'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est de prendre cette plage et de créer plusieurs fois /30. Et ça c'est possible. Avec un masque /24, je peux créer plusieurs fois /30. Et chaque /30, je vais l'affecter pour un segment d'une liaison point-to-point. D'accord? Et donc ça, c'est bien. Donc au final, toutes les adresses IP de mon réseau, que ce soit les end-users, les PC, les téléphones IP, les caméras, tout ce que vous voulez qui sont derrière les routeurs, et même les adresses IP entre les routeurs, ça commence par 10. D'accord? Et ça, c'est du VLSM. D'accord? Pour une solution professionnelle, l'idéal, c'est de faire du VLSM de telle sorte à ce qu'il y ait un adressage propre partout. D'accord? Alors, donc si on revient à notre protocole, tout ça, c'est pour dire que notre protocole UJRP, il supporte le VLSM. Alors, l'adresse multicast utilisée pour la communication entre les routeurs avec le protocole EIJRP, c'est 224.0.0.10. D'accord? On découvre encore une fois une adresse multicast qui est utilisée pour l'échange des paquets pour notre protocole EIJRP. Alors, c'est un protocole qui supporte tous les protocoles, c'est un peu particulier aussi pour le protocole UJRP, ce qui n'est pas le cas pour le protocole RIP ou bien OSPF. Donc c'est un protocole qui supporte le protocole IP qui nous intéresse, mais il supporte aussi le protocole d'ancienne génération des protocole IPX, toujours pour le niveau 3, et il supporte le protocole AppleTalk. Alors, un autre avantage non négligeable qui est important aussi pour le protocole UJRP, c'est qu'il est capable de calculer une route de secours. D'accord? Donc, le protocole va garder 2 routes pour chaque destination. La route principale, celle qui a la meilleure métrique, et une route secondaire. D'accord? Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire qu'à partir de ce routeur vers ce réseau, donc il va garder le meilleur chemin, qu'il va mettre au niveau de la table de routage, mais s'il y a un deuxième chemin secondaire, pareil, il va le garder. Et si j'ai un souci au niveau du premier, il va utiliser le deuxième. Donc ça, nous verrons plus tard. Ça, c'est des choses qui sont abordées plus dans le cours routage avancé. Donc, sauf qu'il y a une condition pour ça, d'accord, pour garder cette route de secours. Alors, maintenant, on passe à la notion de vecteur distance. Ça veut dire quoi? Donc si vous allez sur internet, vous allez faire une recherche pour le protocole UJRP. Donc sur certains sites, vous allez trouver, ils vont vous dire que le protocole UJRP, c'est un protocole Advanced Vector Distance. D'accord? Vous allez sur d'autres sites, vous allez trouver le mot hybride.
D'accord? Alors, pour mieux saisir cette notion, on va faire quelques petits rappels par rapport à cette notion de vecteur distance. Donc, si vous avez déjà étudié le protocole RIP, donc cette notion devrait être un peu familière pour vous, ou bien vous l'avez bien compris. Donc, il s'agit d'un protocole qui n'a pas besoin de vision globale du réseau. Si on a du RIP ici, configuré entre les trois routeurs, est-ce que le R1 il a une vision globale du réseau? Non. D'accord? Alors, quand R1, il apprend l'existence, donc le R1, ce routeur, il apprend l'existence du réseau 10.3.0.0/24. Donc, ce réseau, il se trouve derrière le routeur R3. Mais il apprend comment? Il l'apprend à travers le routeur R2. C'est R2 qui va apprendre à R1 ce réseau 10.3.0.0. Donc, R2 envoie un message à R1 contenant quoi? Il contient un message qui dit bonjour, voilà, je suis ton voisin, je suis le R2. Si tu veux joindre le réseau 10.3.0.0, il faut passer par moi. D'accord? Alors, R1, donc il ne sait pas réellement où se trouve le réseau 10.3.0.0. Il sait simplement que R2 possède un chemin vers ce réseau. C'est pour ça qu'on dit que dans les protocoles vecteur distance, le routeur il n'a pas une vue globale de tout le réseau. Donc c'est son voisin qui va lui dire je connais un chemin vers tel ou tel réseau, mais mon routeur final, le dernier routeur, il ne connaît pas, donc il n'a pas une vision globale sur le réseau. Et donc on appelle ça un protocole à vecteur de distance, ce qui n'est pas le cas pour le protocole OSPF. Par exemple, le protocole OSPF, il a une vue globale de tout le réseau. D'accord? Donc au final, on va dire que EIGRP est un protocole vecteur distance, mais qui possède certains avantages de protocole et pas de lien. Et c'est pour ça que si vous allez sur d'autres sites, donc vous allez trouver le mot hybride. Donc le protocole EIGRP, c'est un protocole hybride. Pourquoi? Parce que il a les avantages du protocole vecteur distance, il a les avantages des protocoles et pas de lien comme le protocole OSPF. D'accord? Ça veut dire qu'il peut y avoir une vue globale au niveau du réseau. D'accord? Donc, parmi ces avantages, nous retrouvons une autre notion très importante, la façon dont les mises à jour fonctionnent. Donc, c'est pas pareil que le protocole RIP ou bien le protocole IGRP, puisque IGRP, c'est une amélioration du protocole IGRP qui est quoi? Qui est protocole vecteur de distance, d'accord? Sauf que pour le protocole UGRP, donc il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Il a été développé de telle sorte à ce que on a des avantages du protocole OSPF, d'où le mot hybride. Alors, une autre notion qu'on découvre au niveau de notre protocole UGRP et qui n'est pas dans les autres protocoles de routage. Ça, c'est bien. Ça, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que c'est une fonctionnalité qui n'existe pas au niveau des autres protocoles de routage. Ce qu'on appelle l'Unequal Cost Load Balancing, ou bien un partage de charges sur des liens qui n'ont pas le même coût. Donc, si on prend cet exemple, d'accord? L'IGRP, donc par défaut, il peut faire un partage de charges sur 4 chemins possibles, s'ils ont le même coût. Et on peut le maximiser jusqu'à 6, d'accord? Ça veut dire que si on a 6 liens avec le même coût, le routeur, il va faire un partage de charges, il va faire du load balancing. Il est capable aussi de faire l'unequal cost load balancing, c'est-à-dire répartir la charge sur des liens qui n'ont pas forcément la même métrique. Donc si on prend cet exemple, à partir de R1, pour joindre le réseau 10.3.0.0, j'ai combien de chemins possibles? J'ai ces 2 chemins possibles, d'accord? Maintenant, si on met l'UGRP par défaut, forcément, il va choisir ce chemin. Pourquoi? Parce qu'on a une métrique inférieure par rapport à ce chemin. Donc la métrique en passant par ce chemin, c'est 100 plus 100, et c'est 200. En passant par ce chemin, c'est 100 plus 150. Donc là, c'est 200. Et en passant par ce chemin, c'est combien? C'est 250. D'accord? Donc nous,
on peut le forcer en exploitant cette fonctionnalité de telle sorte à ce qu'il va faire du load balancing, à exploiter les deux chemins. Et ça, c'est bien. À exploiter les deux chemins, même s'ils n'ont pas la même métrique. Donc là, c'est un avantage qu'on ne peut pas trouver chez un autre protocole de routage. Alors maintenant, passons aux messages utilisés par le protocole EIGRP. Donc on a 5 messages qui sont échangés entre les routeurs qui sont configurés avec le protocole EIGRP. Donc on a les paquets hello, on a les paquets update, on a les paquets query, on a les paquets reply et les accusés de réception. D'accord? Donc ça, c'est l'un des atouts du protocole EIGRP. C'est sa façon de gérer les mises à jour de routage. Donc si vous vous rappelez du protocole RIP qui envoie sa table de routage complète toutes les 30 secondes, ça veut dire si j'ai 2 routeurs et si configuré avec du RIP ou 3 routeurs, donc qu'est-ce qui va se passer? Les routeurs s'échangent leur table de routage chaque 30 secondes. Et ça, c'est quoi? C'est une consommation énorme de bande passante. Vous imaginez l'échange de toute une table de routage entre les routeurs chaque 30 secondes. Donc ça, c'est une consommation énorme de cette bande passante qui est entre les routeurs. Et il y a une consommation même du CPU parce que lorsqu'on envoie, on doit traiter nos consommations CPU avant d'envoyer. D'accord? Donc contrairement au protocole de routage, donc il n'envoie que le protocole UIGRP, il n'envoie que les mises à jour de changement. Ça veut dire que s'il y a une absence de changement d'infrastructure ou bien il n'y a pas de changement de topologie au niveau entre les routeurs et par rapport aux liaisons, donc aucun paquet ne circule à part les paquets hello. Bien sûr, on va voir après le rôle de ces paquets hello. Donc là, on peut dire qu'on a une réactivité bien meilleure pour le protocole EIGRP si on le compare avec le protocole RIP, d'accord? Pour le moment, on compare avec le protocole RIP parce qu'après, on va voir le protocole OSPF, d'accord? Donc là, pour le moment, on parle du protocole UIGRP, mais après, on va voir pareil le protocole OSPF. Alors, deuxièmement, donc, seul ce qui a changé est transmis dans la mise à jour. Ça veut dire que si on a du UIGRP, donc je vais éliminer ça, c'était par rapport à protocole RIP. Donc, si on a un changement de topologie ici, on dit j'ai plusieurs réseaux, d'accord? J'ai un problème ici, par exemple, au niveau de ce réseau. Donc, le routeur, quand il envoie une mise à jour à son voisin, il va lui dire précisément il y a un problème au niveau de ce réseau, d'accord? Donc, cette mise à jour, elle est même précise par rapport au réseau qui est tombé down, d'accord? Donc, si une route pareille est rajoutée dans la table de routage, seule cette route sera transmise dans la table de routage. Donc, pareil, donc si je rajoute un réseau qui vient d'être rajouté au niveau de ce routeur, donc le routeur, quand il envoie une mise à jour de routage à son voisin, il va lui dire qu'un réseau vient d'être rajouté. Et rien que cette information, il ne va pas parler des autres réseaux. D'accord? Donc là, ça permet de faire quoi? Ça permet de gagner en CPU et en bande passante par rapport aux paquets qui sont échangés entre les routeurs. Alors maintenant on va essayer de voir paquet par paquet. Donc on va commencer par les paquets hello. Les paquets hello, c'est quoi? C'est des paquets qui permettent d'entretenir des relations de voisinage. Ça veut dire que toutes les 5 secondes ou bien toutes les 5 secondes, donc 3 paquets hello sont envoyés, d'accord? Donc il y a des paquets hello qui sont envoyés tout le temps entre les routeurs. Et si je ne reçois plus de paquets hello à partir d'un voisin, ça veut dire quoi? Je vais le considérer comme étant un routeur mort, d'accord? Et donc je vais éliminer tous les réseaux ou bien toutes les informations concernant les réseaux qu'il m'a envoyés. Donc c'est les paquets qui permettent de créer et d'entretenir les relations de voisinage. Donc ça fonctionne comme une relation sociale, donc entre deux personnes, d'accord, qui viennent de se connaître. Alors si on prend cet exemple, donc 2 personnes qui viennent de se connaître. Et pour entretenir cette relation, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour entretenir cette relation, une prise de contact ou bien une prise de nouvelles régulière chaque 2 jours, chaque 3 jours, ça dépend de la nature de la relation. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, sauf que pour l'UIGRP, c'est juste pour comparer ça au protocole UIGRP. Donc c'est exactement la même chose, sauf que l'UIGRP il est très fidèle.
Pourquoi? Parce que les paquets hello sont envoyés tout le temps, d'accord? Donc après 3 paquets hello, le routeur UJRP, si je ne reçois plus de réponse, donc j'envoie des paquets hello et je ne reçois plus de réponse, l'UJRP considère le voisin comme down. Donc les paquets envoyés sont envoyés en multicast avec cette adresse IP. Donc il commence toujours par 224. Donc tout ce qui commence par 224, c'est une adresse multicast. Alors maintenant on passe au paquet update. Update, ça veut dire en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire une mise à jour. Là, puisqu'on parle du routage, donc c'est une mise à jour du routage. Elle est envoyée en cas de changement. Donc seul le changement est inclus. Alors ce message est envoyé en cas de changement. Et les messages update, le message update est envoyé en multicast. Hein, pareil, c'est comme les paquets hello, donc c'est envoyé en multicast. Donc à partir d'un routeur, donc il va envoyer à tous ses voisins ce message update. Quand il y a un changement à annoncer, par exemple, pareil, un réseau qui tombe down, donc il doit annoncer à tous ses voisins en multicast, puisque je peux y avoir plusieurs routeurs, d'accord? Donc ça va être un multicast qui va être envoyé pour tous les voisins pour leur dire qu'il y a un problème au niveau de ce réseau, qu'il est devenu down, d'accord? Alors quand un nouveau voisin apparaît, un update lui est envoyé en unicast. Ça veut dire que si j'arrive, je viens de configurer un nouveau routeur en UIJRP, il vient d'établir une relation de voisinage entre ces deux routeurs. Donc le message update, ça va être envoyé en quoi? En unicast, puisque je connais son adresse IP. En plus, c'est un seul routeur, donc il n'y a pas d'utilité d'envoyer un multicast. Alors maintenant, on passe au paquet query. Query, ça veut dire quoi? Ça veut dire une requête. Alors, c'est un peu particulier pour ce type de message. C'est un message qui est envoyé par un routeur qui cherche une route vers un certain réseau. Donc, si on prend, alors on va prendre juste cet exemple. Donc, si R2 tombe en panne, R2 par exemple, on a un petit souci au niveau de ce routeur, R1 n'a plus de chemin vers ce réseau. On va supposer qu'il n'y avait pas ce lien, d'accord? Il n'y a pas ce lien. On va supposer qu'il n'y a pas de ce lien. Donc à partir de R1 vers ce réseau, on a combien de chemins possibles? On a juste ce lien, d'accord? Maintenant, on a un souci au niveau de R2. Ça veut dire R1 n'aura plus de route pour joindre ce réseau 10.3.0.0. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va envoyer un query à tous ses voisins, d'accord? Donc là, c'est mort, il va envoyer à son voisin, il a notre voisin. Donc, il a combien de voisins? Il a le R2 et le R4, sachant qu'on suppose qu'on n'a pas ce lien, hein, d'accord? Donc, le R4, il va envoyer un query pour le R4, et ça va être envoyé soit en unicast ou bien en multicast à tous les voisins, dans l'espoir que l'un d'eux, donc dans ce cas on a un seul, ça va être envoyé en unicast, dans l'espoir que le R4 peut lui proposer une route alternative, d'accord? Alors quand un routeur reçoit une requête de query, donc le R4 qui va recevoir ce query, s'il n'est pas capable d'y répondre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transmettre à ses voisins. Donc s'il a d'autres voisins, il va transmettre ce message query à tous ses voisins, d'accord? Et donc c'est une requête qui peut y aller très loin dans le réseau. Si on a plusieurs routeurs, une arborescence, plusieurs routeurs, donc le query peut arriver au niveau de tous les routeurs, d'accord? Donc après, ça c'est des choses après pour compléter tout ça. Donc ça c'est des choses qui sont abordées dans le cours pareil, routage avancé. Donc nous viendrons plus tard sur cette notion qui s'appelle le stack inactive, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir pour cette formation ici ND2, c'est que le routeur R1, quand il n'a plus de chemin vers un réseau, d'accord, il envoie tout de suite un query à tous les voisins. Donc s'il avait un deuxième voisin ici, il va envoyer le même query. Donc il va envoyer à tous les voisins. Et les voisins, donc si le voisin, s'il a une réponse pour cette query, il répond par un reply. Donc c'est un autre type de message qu'on va voir juste après. D'accord? S'il n'a pas, il va envoyer le même query à tous ses voisins. Alors maintenant, justement, on arrive à ce paquet reply. Donc on a vu les hello, les updates, les queries.
Le reply, tout simplement, c'est une réponse à un query. D'accord? Ce reply, il va indiquer que la destination recherchée peut être jointe en passant par ce routeur. Donc l'idée, c'est quoi? Donc si on revient à notre exemple, donc le query qui a été envoyé à R4, maintenant on va supposer qu'on a un deuxième chemin pour le réseau. Pour le réseau 10.3.0.0/24. Donc le R1, on va dire qu'il a choisi ce chemin pour aller à ce réseau, mais par contre, il ne veut pas prendre ce chemin comme chemin secondaire, parce qu'il y a une condition, d'accord? Ça, c'est des choses qu'on va voir après, d'accord? On va sans rentrer dans les détails. Pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le R1 peut prendre un chemin, mais il peut prendre un chemin secondaire, mais avec une condition. On va dire que cette condition n'est pas satisfaite pour cet exemple. Donc, initialement, le routeur, il a choisi que ce chemin. Après, il y a eu un problème au niveau de R2. Il a envoyé un query à R4. Et comme R4, il a un chemin justement pour le réseau 10.3.0.0, donc R1, il va accepter ce chemin, même s'il est long. D'accord? On va supposer que c'est des liaisons 1 giga. Là, je sais pas, on a 64 kg par exemple. 64 kg, 64 kg. Donc, initialement, le R1, il voulait pas le prendre comme chemin secondaire, parce qu'il est très lent. Maintenant qu'il n'a pas le choix, parce qu'il y a un problème au niveau de R2, donc, il va envoyer un query pour R4 et R4 il va répondre par quoi? Il va répondre par un reply. Donc ce quatrième type de message du protocole EIGRP. Voilà, donc maintenant pour résumer, le R2 ne répond plus au paquet hello de R1. D'accord? Donc 3 hello manqués. Ça veut dire que R1, il envoie un paquet hello. Il ne reçoit pas un paquet hello une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Le R1, il va considérer que R2 est mort. D'accord? Ça y est, il a perdu l'âme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le R1? Il envoie un query pour R4. Et R4, qu'est-ce qu'il va faire? En recevant le query, il va voir qu'effectivement, il a une route pour joindre le réseau 10.3.0.0, il va répondre par quoi? Par un reply. Deuxième cas, s'il n'avait pas ce chemin, donc il va voir qu'il n'a pas de chemin pour le réseau 10.3.0.0, il va forwarder le même query à tous ses voisins, et pareil, les voisins ils vont faire la même chose, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, on vient de faire le tour sur les 4 premiers types. Le paquet hello pour les voisins, l'update pour les mises à jour de routage, les queries pour une demande pour joindre un réseau, le reply, c'est une réponse à un query. Alors, un dernier type de paquet, c'est les ACK. ACK, ça veut dire quoi? Un accusé de réception. Pour quel type de paquet? Pour les updates, pour les queries et pour les replies. Donc, les 3 types de paquets. Pourquoi on utilise des accusés de réception? Tout simplement parce qu'on fait du TCP. Et j'imagine que vous faites très bien la différence entre TCP et UDP. Donc, la grande différence entre les deux, c'est quoi? C'est que ça, c'est un protocole fiable. Alors ça, c'est UDP, hein, c'est un D. Donc, TCP, c'est un protocole fiable. Ça, c'est un protocole best effort. TCP, c'est fiable. Pourquoi? Parce que lorsqu'il envoie des paquets, des numéros de séquence, s'il y a des pertes, on peut les récupérer. D'accord? Après, on a aussi la notion d'accusé de réception. Donc, ça veut dire la machine qui envoie, elle peut être sûre que la machine qui reçoit a bien reçu notre paquet ou bien notre message. D'accord? Donc, les 3 paquets, les 3 types de messages font du TCP. Les paquets hello, par contre, c'est de l'UDP. Hein. Il n'y a pas d'accusé de réception pour les paquets hello. C'est de l'UDP, c'est du best effort. Alors, maintenant, on passe à la métrique du protocole EIGRP. Peut-être que c'est la partie que vous êtes en train d'attendre parce que la métrique, elle est très très importante pour un protocole de routage. Donc maintenant, on va se poser la question, comment le protocole EIGRP peut évaluer les différentes routes? Quelle est sa métrique? Alors, pour la métrique, nous parlons des 5 cas.
pour le protocole IGRP, donc c'est différent par rapport au protocole RIP. On a vu que c'est très très simple, c'est le nombre de sauts. C'est un entier qui peut aller de 1 jusqu'à 15, d'accord? Alors pour le protocole IGRP, on a une formule de calcul qu'on va découvrir dans la vidéo prochaine. Donc là, pour cette vidéo, on va se contenter juste des 5 cas, les paramètres qu'on utilise pour la formule de calcul. Alors, donc on a le K1 jusqu'à K5. D'accord? Donc c'est des paramètres. Donc le K1 c'est la bande passante, qui est d'ailleurs utilisée par défaut. Le K3 c'est le délai. Le K2 et le K4 c'est la fiabilité. Le K5 c'est la charge. Alors UJRP donc utilise 4 attributs pour juger les routes qu'il apprend. Donc les 5 cas sont placés dans une formule de calcul. Le résultat, le plus faible, là, l'emporte, bien sûr. Donc, tant qu'on a une métrique plus faible. Alors, c'est très, très facile. Donc, le K1 et jusqu'à K5 peuvent prendre deux valeurs. C'est comme le binaire. Ils peuvent prendre soit la valeur 1, soit la valeur 0. D'accord? Donc, une autre valeur. Donc, existe, il s'agit du MTU. Le MTU, c'est quoi? C'est le maximum transfert unit. Et ça, c'est quoi? Ça représente la taille maximum des paquets que peut gérer un routeur. D'accord? Plus un routeur, il annonce un MTU élevé, plus il est capable de gérer les grands paquets. D'accord? C'est vraiment la taille d'un paquet. Et comme le K1, il n'y a que le K1 par défaut et le K3 qui ont la valeur 1 par défaut, donc les autres, ils ont la valeur 0, donc le K2, le K4 et le K5, par défaut, ils ont la valeur 0. Donc la formule, elle va être réduite. Ça veut dire que la métrique UIGRP, elle va être calculée uniquement par rapport à la bande passante et le délai. D'accord? C'est vraiment dans des cas un peu spéciaux où on va changer le calcul de cette métrique UIGRP. Ça veut dire qu'on va inclure le calcul dans la formule de calcul, la fiabilité et la charge. Mais sinon, par défaut, donc la formule, elle est très simple. Donc le calcul de la métrique, la valeur qu'on aura au final pour chaque chemin vers tous les réseaux, donc ça va être calculé par rapport à la bande passante et par rapport au délai. Et donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir pour l'instant. D'accord? Après, pour la formule de calcul, on va la voir plus en détail dans la prochaine vidéo. Alors, donc, on vient de finir cette partie introduction au protocole EIGRP. Donc, voilà ce qu'on a vu pour cette vidéo. Donc, on a commencé par une introduction. On a vu que c'est un protocole qui est propriétaire à Cisco, qui est devenu standard. C'est un protocole IGP. Ça veut dire qu'il doit être configuré au niveau du même, tous les routeurs UIGRP doivent être configurés au niveau du même AS. Donc la notion AS, elle est très importante pour le protocole EIGRP. Un autonomous system, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les routeurs doivent être dans le même domaine d'administration ou bien dans la même autorité. D'accord? Donc même côté configuration, il faut donner le même ID, le même numéro de l'AS pour tous les routeurs. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aussi pour la première partie? Donc, on a vu que c'est un protocole, on a parlé de la distance administrative, donc pour les routes internes, maintenant on fait la différence entre les routes internes et les routes externes. Donc, les routes internes, la distance administrative c'est 90, les routes externes, la distance administrative c'est 170, c'est un protocole RTP. Et surtout ne pas confondre avec le RTP Voice. Donc il supporte le VLSM. Maintenant on sait bien qu'est-ce que c'est que le VLSM. Le multicast, l'adresse multicast qui est utilisée pour la communication entre les routeurs, c'est un protocole qui supporte tous les protocoles niveau 3. D'accord? Alors on a vu que c'est un protocole vecteur distance, ou bien on peut rajouter le A pour dire qu'il est Advanced Vector Distance, mais entre parenthèses sur d'autres documents vous risquez de trouver le mot hybride, et on a vu pourquoi, parce que hybride et UIGRP, ce qui est bien, c'est qu'il y a une amélioration pour l'ancien protocole IGRP qui est vecteur distance, et en même temps ils ont pris les avantages
des protocoles état de lien. D'accord? Unequal cost load balancing, ça c'est une fonctionnalité qu'on ne peut pas trouver sur les autres protocoles de routage. Ce qui est bien, c'est que je peux faire du load balancing même avec des chemins avec deux métriques différentes. Ça veut dire si j'ai deux chemins possibles vers une destination avec deux métriques différentes, on a vu l'exemple, par exemple ici 100, là c'est 150. Donc par défaut, c'est vrai qu'il prend que les chemins avec la même métrique pour faire le load balancing, mais nous, on peut jouer sur un paramètre qui s'appelle variance. Pareil, donc là c'est des choses qu'on va voir après en détail. Donc par défaut, il est de 1. Par défaut, il est égal à 1. C'est pour ça qu'il fait du load balancing uniquement sur les chemins qui ont le même coût. Mais si je change cette valeur, donc je peux faire du load balancing sur des chemins qui ont des métriques différentes. D'accord? Et ça, c'est bien. Alors, les messages UJRP, on a vu qu'il y a 5 messages UJRP. Donc, les messages Hello pour établir les relations de voisinage, si on voyait en UDP, pas en TCP. Les messages update pour les mises à jour. Les queries pour demander un réseau que j'arrive pas à joindre à partir d'un routeur. Le reply, c'est une réponse à une query. Donc les trois, pour les trois paquets, on a toujours des accusés de réception. Pourquoi? Parce que c'est du TCP. Alors, la métrique UJRP, donc on a vu la métrique, on n'a pas encore vu la formule de calcul, on a parlé juste des paramètres qu'on peut utiliser pour le protocole UJRP. Donc il y a 5 paramètres. Par défaut, il n'y a que 2 paramètres qui sont activés. C'est le paramètre qui est utilisé pour la bande passante et le paramètre qui est utilisé pour le calcul du délai. Donc là, on peut dire que la métrique du protocole UJRP, par défaut, la formule de calcul, elle inclut la bande passante et le délai pour calculer la valeur de la métrique pour chaque chemin. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous cette première partie UJRP. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir vraiment le fonctionnement du protocole UJRP avec toutes les terminologies qui sont utilisées pour ce protocole. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!